Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 3e numéro de Questions à venir, une émission pour 2 débats. Le second portera sur l'avenir de la santé après 2018. Comment mieux maîtriser les dépenses de santé et pour quelles prestations? Pour y répondre, nous recevrons 2 invités, à savoir Grégoire Bernu des Républicains calédoniens et Claude Gambé, responsable du projet Docamo au gouvernement. Mais d'abord, place au premier débat sur les transferts financiers de l'État après 2018 avec nos 2 invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Nina Julier, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes élu Calédonie Ensemble au Congrès et à la Province Sud. Et Jean-Raymond Postic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du comité local UC de Nouméa et l'un des animateurs du projet économique de l'Union calédonienne. Avec vous, une question. Après 2018, peut-on faire sans les transferts financiers de l'État? Avec nous également sur ce plateau, et elle va nous accompagner tout au long de cette émission, Angélique Souche. Bonsoir Angélique. Bonsoir à tous. Angélique, on connaît la chanson « C'est la France qui paye ». Derrière ce refrain, est-ce qu'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité? Eh bien déjà, les transferts, ou plus précisément les dépenses de l'État, représentent 155 milliards de francs, dont presque les 2 tiers finalement servent à payer la masse salariale des fonctionnaires qui exercent les compétences régaliennes, gendarmerie, police, justice, mais aussi les fonctionnaires de l'éducation, je le rappelle, compétences transférées, mais c'est bien l'État qui continue de payer. Alors, à noter que la défiscalisation et les contrats de développement représentent le quart de ces dépenses de l'État en Nouvelle-Calédonie. Pour rappel et pour exemple, le Médipôle, le centre hospitalier de Koné, la formation professionnelle ou encore le logement social bénéficient ou ont bénéficié de cette manne. Et comment ces transferts, Angélique, ont-ils évolué? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ils sont relativement stables sur les 10 dernières années, toujours autour de ces 155 milliards de francs. En revanche, on observe sur la longue période que le poids de ces dépenses diminue dans la richesse totale créée par la Nouvelle-Calédonie. Ces transferts représentaient 19% du PIB calédonien il y a 30 ans. C'est aujourd'hui 14%. Alors, la dernière question que l'on peut se poser, c'est celle de l'incidence de ces transferts de l'État sur l'économie calédonienne en général. Et là, on observe 2 effets. Le premier est positif, on dit c'est l'effet d'entraînement. Pour simplifier, lorsque l'État injecte 1000 francs, il crée finalement 1729 francs de richesse en Nouvelle-Calédonie. La démonstration est assez simple. L'État dépense, on l'a vu, essentiellement en salaire. Il stimule donc le pouvoir d'achat, la consommation et in fine la production locale, industrielle ou de services. Mais parallèlement, il y a aussi des effets contrastés, voire négatifs, notamment dus à l'indexation. Les hauts niveaux de revenus des fonctionnaires ont tendance à maintenir des prix élevés et en même temps à creuser les inégalités sociales. Merci Angélique pour ces précisions. Alors on l'a vu avec cette analyse, on a environ 8000 fonctionnaires qui sont payés par le contribuable métropolitain. Il s'agit par exemple des professeurs, des policiers, des magistrats, des surveillants du centre pénitentiaire. Si on coupe ces transferts financiers, que fait-on de ces salaires? Jean-Raymond Postic. D'abord, une précision. Les salaires qui sont pris en charge par l'État, ce sont ceux de l'enseignement secondaire et non pas le primaire. Voilà, bien sûr, mais après, il y a énormément de professeurs. Il y en a au moins 2000 dans le secteur secondaire. Voilà. Mais je crois qu'il faut replacer les choses sous un certain angle. Il faut que les Calédoniens sachent que 80%, je dirais, de l'argent qui sert à faire fonctionner l'ensemble des institutions du pays vient en fait des impôts qu'ils payent, des impôts et des taxes qu'ils payent et qui alimentent donc les budgets des différentes collectivités. On entend, Jean-Raymond Postic, votre argument sur l'importance de l'impôt finalement dans l'alimentation, par exemple, du budget de la Nouvelle-Calédonie, mais concrètement sur ces salaires des fonctionnaires, que répondez-vous ? Alors, bien entendu, je crois d'abord qu'il faut éviter de présenter les choses en termes de rupture. Là, vous êtes un petit peu radical lorsque vous dites si ça disparaît du jour au lendemain, comment est-ce que l'on fait ? Il ne me semble pas que ce soit les choses... c'est pas de cette manière que les choses s'annoncent. Les responsables indépendantistes n'ont jamais raisonné en termes de rupture avec la France. Et si j'en crois les propos du président Macron après son passage, il pense exactement la même chose, et donc il y aura toujours une collaboration
collaboration entre la France et la Nouvelle-Calédonie, et donc probablement aussi, je dirais, une collaboration financière. Nina Julier, une réaction à Calédonie Ensemble. Quelle est la position de votre parti sur finalement ce transfert financier, ces salaires aux fonctionnaires ? Nous sommes bien sûr contre l'arrêt de ces transferts financiers. Nous pensons que ces transferts financiers sont indispensables pour maintenir la qualité de notre service public, puisque vous avez évoqué les salaires des fonctionnaires, mais bien au-delà, ils sont indispensables pour maintenir un rythme d'investissement sur notre territoire. Il me semble qu'on peut illustrer de façon différente pour les Calédoniens les 150 milliards qui ont été évoqués. Il y a un chiffre qui est notamment parlant, c'est 155 milliards qui représentent en fait 560 000 francs par habitant par an. C'est ce que donne la France chaque année au travers de ces transferts financiers. Et on peut répartir ces 155 milliards en différents blocs pour mieux expliquer en fait quelles sont les activités sur le territoire qui sont financées par ces 155 milliards. Donc d'une part, il y a le bloc des compétences régaliennes et non transférées à hauteur de 45 milliards. Il y a les compétences qui, elles, ont été transférées, qui doivent être maintenant compensées par un versement de l'État à hauteur de 55 milliards. Il y a la défiscalisation, 5 milliards, les pensions de nos retraités pour 20 milliards, et enfin les dotations aux collectivités au travers des contrats de développement, mais aussi au travers des dotations globales de fonctionnement. Donc pour toutes ces raisons, il paraît aujourd'hui impensable, voire même irréalisable, de se passer de ces 155 milliards. Mais Nina Julier, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une contradiction ? On sait que l'enseignement secondaire a été transféré à la Nouvelle-Calédonie. L'État continue de financer les salaires de ses professeurs de l'enseignement secondaire. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ? C'est-à-dire on a la compétence, mais on ne gère pas financièrement. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction là ? Écoutez, la compétence a été transférée. Le transfert a été fait justement correctement pour accompagner la Nouvelle-Calédonie, pour qu'elle puisse exercer cette compétence. Moi, je crois au contraire que les enseignants sur le territoire sont un maillon important, que nous ne pouvions pas prendre en charge les 45 milliards qui correspondaient à ce transfert de l'enseignement. Et c'est un argument, en notre sens, pour dire non, la Nouvelle-Calédonie doit rester au sein de la République. Je voudrais quand même préciser que la fonction publique territoriale n'est pas prise en charge par l'État. Il faut faire la distinction. On entend. C'est payé par la Nouvelle-Calédonie. Vous, dans une Nouvelle-Calédonie qui serait indépendante au sortir du référendum, quelle serait votre proposition ? Est-ce qu'on garde le même nombre de fonctionnaires ou on le diminue ? L'approche que nous avons, c'est d'abord qu'il faut arrêter de compter tout le temps sur la France. On sait, la France c'est un pays endetté, on voit bien que la part relative, je dirais, des transferts est en diminution constante, ce qui est normal. Elle est stable. Oui, mais rapportée au PIB, elle est en régression. De 19 à 15%. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut être responsable et nous prendre en charge, tout simplement, parce qu'on ne sait pas de quoi ça fait l'avenir. Donc, c'est une question de responsabilité devant les Calédoniens, mais aussi devant la France, que de travailler à prendre, je dirais, à nous donner une vraie autonomie financière, une vraie souveraineté financière, puisqu'on emploie souvent le terme. Et ça passe par quoi ? Alors, pour nous, dans le groupe de travail auquel j'ai l'honneur de participer, il y a 3 points. Il s'agit de faire des économies, bien entendu, c'est-à-dire que la fonction publique et l'organisation de l'administration est telle aujourd'hui qu'on peut certainement faire des économies. Le deuxième point, c'est que pour nous, il nous faut structurer, je dirais, notre système de financement à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'il faut il faut créer une banque publique, et on a des Calédoniens aujourd'hui qui ont toute la formation nécessaire pour ça, une banque publique qui prendra le relais justement de l'État en matière d'assistance financière du pays. Et troisième point, bien entendu, il faut dynamiser notre économie, parce que même le président Macron l'a dit, on a de vrais atouts. Et donc l'ensemble de ces éléments-là devrait nous permettre, nous on pense en 3 ans, de pouvoir compenser les transferts de l'État. Nina Julier, une réaction possible en 3 ans de compenser ces transferts de l'État ? Impossible. Nous, ça nous paraît complètement irréalisable et irréaliste. Il s'agit de 155 milliards. Nous partageons la volonté d'améliorer notre souveraineté économique. Nous partageons aussi la volonté de trouver une façon de faire des économies. Mais il est hors de question
question pour nous de diminuer le nombre de fonctionnaires, voire même de diminuer leur salaire. Nous tenons à garder un système public efficace et à ce titre, il est hors de question pour nous aujourd'hui de trouver d'autres leviers pour remplacer ces 155 milliards. Jean-Raymond Postic, on vous a vu faire une moue. Oui, il ne s'agit pas du tout de réduire l'administration dans le service qu'elle offre à la population, ça veut dire qu'on enlève la surindexation peut-être? Non, mais vous savez, il y a un travail qui a déjà commencé, mais qu'il faut intensifier, je dirais, de restructurer les services administratifs de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des services avec le temps qui n'ont plus la même utilité. Et donc, derrière tout ça, il y a de vraies économies à faire. Donc lesquels on supprime des postes finalement? Parfois, on supprimera des postes ou quelque part, on les orientera vers, je dirais, de nouvelles fonctions, de nouveaux services, de nouvelles directions qui sont nécessaires compte tenu de l'évolution du monde. Alors j'entends bien les économies qui sont proposées, mais rappelons tout de même qu'aujourd'hui, les impôts collectés par la Nouvelle-Calédonie, que ce soit des impôts directs ou indirects, c'est 190 milliards. 190 milliards. Là, on est en train de parler de 155 milliards. Donc, il faudrait trouver de la fiscalité qui pourrait remplacer ces 155 milliards. Et pour nous, il est hors de question d'augmenter la fiscalité et de peser sur la consommation des ménages ou sur l'activité de nos entreprises. Est-ce qu'on augmente concrètement la fiscalité des particuliers ou des entreprises, peut-être? Non, mais les 150 milliards, nous n'avons pas besoin, je dirais, de les compenser en totalité. Je m'explique. Tout simplement parce que on sait très bien que sur les quelques centaines d'enseignants métropolitains qui sont envoyés ici, ils ont des primes d'éloignement, ils ont, je dirais, tout un ensemble de frais qui, lorsqu'on les aura remplacés par des jeunes Calédoniens, on n'aura pas besoin de payer. Dans les 150 milliards, il faut savoir que aussi, même si ça n'est pas une somme très très importante, qu'il y a aussi les frais de fonctionnement du Haut-Commissariat. Donc en fait, ces 150 milliards, on pourrait très bien les réduire, il faut regarder de près, il faut analyser les choses, mais en réalité, notre analyse nous fait penser que à niveau constant de besoin, on aurait peut-être besoin de 90 milliards simplement. Alors on entend les arguments en cas peut-être de Nouvelle-Calédonie indépendante, mais sur les enseignants, est-ce que vous êtes sûr qu'on a finalement le vivier, on va dire plutôt en formation, des jeunes qui pourraient remplacer ces professeurs qui viennent de métropole? On est un tout petit pays tout de même. Est-ce que là, l'effort de formation n'est pas impossible à réaliser? Mes collègues au gouvernement en parleraient mieux que moi, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes Calédoniens qui ont des formations de niveau BTS, IUT ou même un peu au-delà, et qui aujourd'hui sont un peu perdus, ils n'ont pas de travail, en tout cas, ils se sont retrouvés un peu dans un cul-de-sac professionnel. Donc déjà là, il faut les reprendre, il faut leur proposer effectivement, je dirais, de se former. Il faut poursuivre d'ailleurs le programme Cadre Avenir parce qu'il a apporté des résultats, mais on voit bien qu'il y a des secteurs. Aujourd'hui, il faut encore, je dirais, de la formation. Mais en tout cas, moi, j'ai une grande confiance en la capacité de nos jeunes de pouvoir occuper ce genre de poste à l'avenir. Moi aussi, j'ai une grande confiance en nos jeunes pour se former et occuper ce type de poste. Mais pour autant, Monsieur Postic nous parle de petites niches d'économie quand il parle des primes. Là, en l'occurrence, il faudra toujours les financer, ces jeunes Calédoniens qui vont devenir des enseignants. Et pour nous, c'est une priorité, la formation, le financement de l'éducation, parce qu'on voit bien que c'est notre atout principal en Nouvelle-Calédonie. L'éducation pour pouvoir former des jeunes capables ensuite de prendre des responsabilités dans notre pays, de créer de la richesse dans notre pays. Et donc, il est très important que nous puissions maintenir et le nombre d'enseignants et l'ensemble des personnels éducatifs sur le territoire, mais aussi leur salaire. Parce qu'il est important d'avoir un système éducatif aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, quel que soit notre avenir institutionnel. Pour vous, l'indexation des professeurs, des fonctionnaires, on n'y touche pas? Même si c'est une compétence de l'État, bien sûr. Non, bien entendu. Malgré les effets pervers bien entendu, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, nous avons besoin d'un système éducatif performant. Et pour cela, il faut que nos enseignants soient correctement rémunérés. Alors, les transferts de l'État, c'est aussi de l'aide via les dispositifs de défiscalisation. On pense aux usines du Sud, du Nord, à la construction des hôtels, à l'achat des avions. Ce sont des aides sur des projets structurants. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'en passer? Jean-Raymond Postic.
il faut savoir que les contrats de développement et le processus de défiscalisation, le levier de la défiscalisation, ça fait partie du package politique des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. L'objectif était bien de parvenir à enclencher véritablement un rééquilibrage du pays. Alors, est-ce qu'on aura toujours, je dirais, ces leviers à l'avenir, même si d'aventure la France se maintenait en Nouvelle-Calédonie, ça n'est même pas certain. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Arrêtons de compter sur la France. Nous, ce que l'on propose en mettant en place une banque publique, eh bien, c'est tout simplement de suppléer, justement, de prendre nos responsabilités et de financer ces projets structurants lorsque le besoin s'en fera sentir. Et comment elle marcherait, comment elle fonctionnerait, cette banque publique ? Alors, il faut que les Calédoniens sachent que l'argent public de la Nouvelle-Calédonie, qui vient très majoritairement d'ailleurs des impôts et des taxes payées par les Calédoniens, aujourd'hui va dans les caisses de l'État. C'est l'État qui en a la gestion, via la DGFiP. Et, la DGFiP, parce que je pense que là, c'est Direction Générale des Finances Publiques. Et donc, cet argent-là, l'État le libère au fur et à mesure des besoins. Mais ce qui serait important, ce serait que l'on puisse prendre en charge la gestion de cet argent public. C'est d'ailleurs tout le sens de l'article 27. Et puis, de créer cette banque publique avec aussi, je dirais, des lignes de crédit qu'on obtiendrait auprès de la Banque mondiale ou du FMI. Et là, croyez-moi, au bout d'un certain temps, 3 ans, 4 ans, on aurait les moyens de suppléer l'État dans le soutien à ces projets structurants. Une réaction, Nina Julier, est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Aujourd'hui, nous avons une banque calédonienne d'investissement qui est détenue à 40% par la Nouvelle-Calédonie, et pour autant, ce dont parle M. Jean-Raymond Postic n'a pas vu le jour. Donc, pour moi, c'est un argument qui, aujourd'hui, ne peut pas justifier le fait qu'on pourrait un jour se passer de ces 155 milliards. Mais pour revenir sur votre question sur les contrats de développement... Oui, si on peut s'en passer ou pas. Est-ce qu'on peut se passer des contrats de développement ? Moi, je vais vous donner 3 exemples de projets qui ont permis d'aboutir grâce aux contrats de développement. C'est le Medipôle, c'est le centre hospitalier de Koné, et c'est notamment un plateau sportif sur Tiga, ou encore une base de voile sur les îles Loyauté, ou encore sur les îles Loyauté, le conditionnement et la commercialisation des structures pour permettre de vendre le poisson. Donc, toutes ces structures qui ont été financées en partie grâce à l'État, qui a injecté sur le territoire, créant ainsi de la richesse, et d'ailleurs ça a été très bien montré dans votre diaporama, est important pour le territoire. Et puis bien au-delà des contrats de développement, nous avons les dotations qui sont données aux collectivités. Il faut savoir que les dotations de fonctionnement qui sont données aux communes représentent 30% de leur budget de fonctionnement. Une autre question par rapport justement à cette aide de l'État, c'est la défiscalisation qui soutient aussi fortement le logement social. Depuis 2004, il y a eu plus de 90 opérations de logement social, SIC, FSH, 4500 personnes qui ont pu se loger. Si on renonce à la défiscalisation en matière de logement social, quid ? Eh bien, tout simplement de ce secteur, de ce logement social. Quel est son avenir ? D'abord, la défiscalisation n'a pas toujours existé. Comment est-ce qu'on faisait avant ? Donc, je veux dire, l'avenir ne passe pas nécessairement par la défiscalisation État. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée de ce même genre. La défiscalisation, la double défisque. Voilà, s'est dotée de ce genre de levier pour arriver au même résultat, c'est-à-dire soutenir un certain nombre d'actions et de projets publics. Mais là, encore une fois, nous sommes persuadés qu'en créant une banque publique, et je tiens à faire le distinguo avec la BCI. La BCI est une banque qui a été créée et qui agit en direction principalement des particuliers et des entreprises. Là, il s'agit bien de créer une entité publique qui gérerait l'ensemble, je dirais, des 260 milliards d'argent public des collectivités sur lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas la main. Et cet argent-là, il ne sort pas tout de suite. Et il est parfois disponible pendant un certain nombre d'années. Et donc cet argent qui est là, qui ne bouge pas, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut l'utiliser pour financer un certain nombre de projets. Ce que l'on fait déjà, en partie, parce que je pense que Mme Julier sait que ces 2 dernières années, on a été prendre l'argent qui dormait dans certains établissements publics, l'OPT, le port autonome, pour venir compléter les finances de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est à peu près le même principe que l'on propose à travers cette banque publique. Nina Julier, sur cette question de la défiscalisation qui aide le logement social, une réaction, une analyse ? Écoutez, c'est presque 1000 logements par an
qui permettent aujourd'hui d'apporter une sécurisation à nos familles. Et ça, pour nous, c'est très important. Est-ce que demain, sans ces programmes de défiscalisation, nous aurions autant d'investissements dans le BTP? Est-ce que nous pourrions loger nos familles? Moi, je n'y crois pas. Et puis, plus largement, alors je sais que cet argument, finalement, cet argument financier, il joue effectivement un peu sur la peur. On joue un petit peu sur la peur des Calédoniens. Mais c'est un constat. C'est un constat qu'aujourd'hui, il y a 155 milliards qui nous sont transférés de l'État et que pour se substituer à ces 155 milliards, malgré les propositions que vous faites, et je les entends, et j'en partage certaines, moi je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la capacité de substituer ces 155 milliards. Mais ça veut dire qu'on maintient finalement, enfin, on accepte finalement cette manne financière, ou on tente d'avoir une économie peut-être un peu plus dynamique pour trouver de nouveaux leviers de richesse et donc un secteur privé peut-être un peu boosté. Oui, aujourd'hui, nous pouvons peut-être dire que nous avons une économie dépendante. Bien sûr que nous souhaitons, et nous le disons depuis longtemps à Calédonie Ensemble, tendre vers une souveraineté économique. C'est développer le tourisme, c'est développer des alternatives au nickel pour être de moins en moins dépendant et de l'extérieur, mais aussi de notre monoactivité qui est celle du nickel. Donc c'est un discours vers lequel on va. Nous cherchons aussi les réformes fiscales puisque nous les avons mises en œuvre au niveau du gouvernement. Nous avons été confrontés à une situation budgétaire quelque peu catastrophique, ce qui nous a obligés à mettre en œuvre tout un tas de réformes pour justement faire des économies. Donc bien sûr que nous voulons que notre économie soit de moins en moins dépendante de l'extérieur. Mais c'est un processus long qui, à mon sens, ne permettra pas d'aboutir d'ici 3 ans pour remplacer et se substituer à ces 155 milliards. Sur ce volet économique, oui, Jean-Raymond Caustic, des propositions ou pas de l'Union calédonienne? C'est un point essentiel. Nous avons effectivement produit un projet économique assez complet sur tous les leviers à mettre en œuvre justement pour dynamiser notre système économique, notre tissu d'entreprise. Je dois d'ailleurs dire, peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est que de tout l'outre-mer français, la Nouvelle-Calédonie est le territoire qui possède le plus d'entreprises. Et chaque année, c'est en Nouvelle-Calédonie que se crée le plus grand nombre d'entreprises aussi. Donc il en disparaît beaucoup aussi. Il en disparaît, bien entendu, c'est évident. Mais on voit bien que hors nickel, il se passe des choses. Mais que l'Union calédonienne propose concrètement, on va le dire, pour développer, booster l'économie. On entend le projet politique porté vers l'indépendance, mais derrière cela, quelle réalité économique? La réalité économique, c'est que, alors là, je vous renverrai tout simplement au quotidien des institutions, du Congrès, et c'est là que se prennent tout un ensemble de décisions. On a entamé, je dis bien entamé, une réforme fiscale, mais qu'il convient de poursuivre et de compléter. Je pense qu'on est à peu près au milieu, simplement, en fait. Donc là, il y a de vraies ressources pour dynamiser l'activité économique. Lesquelles? Tout simplement, il faut, bien entendu, terminer le travail sur la TGC et ensuite enrichir, je dirais, tout notre arsenal qui permettra aux entreprises de se financer et de se développer. Mais c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail aujourd'hui. On a encore un actif sur 3 dans le public en Calédonie. Comment on change de paradigme, de modèle, tout simplement? On forme plus, on incite les jeunes investisseurs, on fait quoi? Je crois qu'il y a un mouvement, il faut regarder, il ne faut pas parler que de l'avenir, il faut regarder ce qui se fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des choses tout à fait intéressantes, une connexion beaucoup plus dynamique entre le système de formation et puis la jeunesse. On n'est pas encore tout à fait au point, mais la volonté d'un certain nombre d'entreprises de jouer leur rôle d'insertion auprès des jeunes est quelque chose d'important. Le mot de la fin, Nina Julier, une petite conclusion sur ce plan économique. Vous êtes optimiste peut-être ou il y a encore beaucoup de travail à faire pour inverser cette tendance, ce poids du public dans le secteur économique? Écoutez, moi je vais aller au-delà pour finalement apporter aussi un mot de la fin sur ces transferts financiers. C'est vrai que pour nous, l'argument de ces transferts financiers nous conduisent à prôner une solution de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Mais pour autant, nous considérons que ce n'est pas le seul argument.
L'attachement comptable de la Nouvelle-Calédonie à la France n'est pas le seul argument. Et c'est pour ça que, et je tiens à le dire ici, nous ne souhaitons pas mener une campagne référendaire qui serait basée sur ce seul argument qui, pour nous, joue avec les peurs des Calédoniens. Et tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de terminer mon propos, mais nous, ce que nous souhaitons mettre en avant et ce que nous souhaitons faire, et là je m'adresse à nos concitoyens, c'est parler au cœur et à l'intelligence des Calédoniens. Et c'est pour ça que nous voulons plutôt nous inscrire dans une proposition d'avenir, dans un projet pour la Nouvelle-Calédonie qui serait émancipé au sein de la République et qui permettrait à chacun de trouver sa place. Merci Nina Julie. À présent, c'est Didier Guénan-Janson qui va nous rejoindre. C'est une figure syndicale connue. Il a passé 18 ans à la tête de l'USWINC. Bonsoir Didier Guénan-Janson. Bonsoir. Je rappelle que vous siégez à Paris au sein du Conseil économique et social environnemental. Vous venez nous parler de transfert financier de l'État. Vous avez bien sûr suivi ce débat, mais vous allez aussi interpeller nos invités sur les inégalités sociales. Oui, parce que donc on parle des transferts de l'État et on en parle depuis tellement longtemps que ça sera encore un sujet pour les 10 prochaines années. En même temps, ces transferts de l'État, ils régressent, ils pèsent de moins en moins dans ce territoire, même s'ils sont encore très importants. Mais ils régressent, et pas seulement parce que la France elle est en difficulté financière, c'est parce que c'est la logique, c'est normal, c'est l'aboutissement des accords de Matignon-Nouméa. On est de plus en plus souverain dans ce pays, on a fait les transferts de compétences, et c'est très logique que ça aille dans ce sens-là. Donc ils vont continuer à baisser à l'avenir. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait justement pour se dire, on va être beaucoup plus souverain sur les finances de ce pays. Donc, si ça disparaît demain, c'était votre question, c'est une catastrophe, très clairement. Mais on sait tous que ça ne va pas disparaître demain. Mais la question alors, Didier Guénan-Janson. On sait tous que ça ne va pas disparaître demain. Donc, y compris où si les Calédoniens choisissent la rupture, ça ne s'appellerait plus des transferts de compétences. Des transferts financiers, ça va s'appeler de la coopération, ça va s'appeler... Mais ça ne s'arrêtera pas. Que les choses soient claires. Maintenant, puisqu'il baisse, et vous parlez du logement social tout à l'heure, si demain on n'a plus la défiscalisation sur le logement social, il n'y a plus de logement social. Il faut être clair. On est à 400, 500 maisons par an, on est loin des 1000 qu'il faudrait faire. Et c'est le seul financement qu'on a. Donc, une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes une réaction des une compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis très longtemps, sur lequel le principal financeur, c'est l'État. Donc c'est là, et pour finir, parce que tout à l'heure, j'entends dire, par Calédonie Ensemble, Jean-Raymond le dit pas, mais il ne va pas au fond des choses, c'est que, bien sûr qu'il faut des impôts pour remplacer ça. Alors c'est lesquels qu'il faut? Voilà, et on a entendu la question, et on va les laisser répondre. Alors moi, je n'ai pas bien entendu la question. J'ai entendu M. Guénan-Janson s'expliquer. Mais s'il pouvait préciser sa question. Et juste, je me permets une petite remarque. Nous atteignons presque les 1000 logements par an, puisque l'année dernière, c'est plus de 800 logements sociaux qui ont vu le jour. C'est sur une année. Mais j'en suis, et on est loin de cette moyenne-là qu'il faut faire. Donc, non, ça baisse. Les transferts baissent. On est bien d'accord. Et continueront à baisser. C'est la logique, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place? Je regrette, moi je le dis très clairement en tant que... Pour nous, les accords de Nouméa, 20 ans, c'était pour dire quelle société nous souhaitions. Donc on attend, mais on n'a pas vu ce débat-là. Projets. Qu'est-ce qu'on met en place, puisque ces transferts de l'État, ces transferts financiers, sont voués à être de moins en moins importants. Donc Jean-Raymond Posty. Ça pose la question des priorités politiques. Et très clairement, l'habitat social en fait partie. Si nous n'avons plus le levier de la défiscalisation pour l'habitat social, il faut tout simplement qu'on prenne nos responsabilités et puis qu'on trouve le financement ailleurs. Je reviens en fait sur la nécessité de faire des économies et de mieux utiliser l'argent public. Un chiffre simplement, sans être trop lourd, entre 2002 et 2010, la Nouvelle-Calédonie, le pays a bénéficié d'un surcroît imprévu de rentrée fiscale de 80 milliards grâce à l'embellie du nickel. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Je pose la question. Une partie a certes été bien utilisée, mais je pense aussi qu'il y a eu du gaspillage. C'est la question du fonds souverain qui n'a jamais été créé, c'est bien ça, aujourd'hui?
C'est quand même pas mal que c'est un politique qui pose la question à... Non, si ça serait plutôt à nous, vous demandez qu'est-ce que vous avez fait de cette manne? Où elle est quand on voit les difficultés du pays aujourd'hui? Il faut poser la question à la majorité. Répondre à votre question. Alors déjà, c'est vous qui vous engagez sur le fait que les transferts financiers vont continuer à diminuer. Certes, ils ont quelque peu diminué, mais pour autant, ils ne vont pas être divisés par 2 ou par 3 d'ici demain. Mais pour autant, nous, à Calédonie Ensemble, nous avons toujours eu ce projet de souveraineté économique. Nous souhaitons que la Nouvelle-Calédonie soit de moins en moins dépendante et des transferts financiers de l'État, pour le cas où, effectivement, il devrait y avoir une véritable baisse de ces transferts, mais aussi que cette économie, elle soit moins dépendante de cette activité du nickel, parce qu'on l'a vu avec l'histoire récente, nous ne pouvons plus continuer à dépendre de cette activité. Nous devons absolument diversifier notre activité. On entend la diversification, mais ça veut dire qu'on oublie le fonds souverain, où on y pense quand le nickel reviendra à des cours, on va dire, intéressants et rentables. Alors c'est une redevance nickel qui doit être mise en place, qui va rapporter quelques milliards par an et qui doit contribuer justement à ce fonds pour les générations futures, qui lui permettra, le jour où le nickel viendra à manquer, à pouvoir apporter un nouveau souffle à l'économie du territoire. Bien entendu, la création de ce fonds pour les générations futures fait partie de notre projet économique pour la Nouvelle-Calédonie. Jean-Raymond Postic, vous adhérez à cette idée ou pas? Bon, le fonds souverain est un peu un serpent de mer. Hein. Ça fait quelques décennies presque qu'on en entend parler. Je le redis, nous raisonnons en termes de structuration de l'appareil financier du pays. Alors plutôt que raisonner en termes de fonds souverains, nous revenons avec notre projet de banque publique. Il s'agit bien de donner au pays une banque qui sera au sommet de l'édifice. On se transforme en financier, en grand financier. Voilà, mais l'objectif reste à peu près le même. Mais simplement, le fonds souverain, l'argent a tendance un petit peu à dormir, tandis que dans une banque publique, il a tendance à être utilisé pour une politique publique. Didier Guénon-Chanson, est-ce que vous avez une autre question rapidement? Il nous reste peu de temps sur cette séquence. Rapidement, moi je dis, pour faire face à ça, pour faire face au problème des Calédoniens, il faut une nouvelle économie calédonienne. Il ne faut pas cette économie qui continue à créer autant d'inégalités, autant d'injustices. On voit une partie de notre jeunesse que les responsables politiques mettent au pilori régulièrement, mais ils sont abandonnés de tout le monde. On a besoin de vraies politiques. On a besoin donc, effectivement, de développer notre capacité d'intervention. On a besoin d'impôts dans ce pays. Et pas forcément aujourd'hui les impôts qui les payent. Ce sont les Calédoniens, c'est eux les plus grands pourvoyeurs d'impôts. Les petits, les moyens. Mais il y a dans les accords économiques de la Nouvelle-Calédonie qu'on a signés avec tout le monde, il y a les plus-values immobilières, où elles sont. Il y a les plus-values mobilières, où elles sont. Il y a de l'argent dans ce pays. Allez le chercher où il est sans étrangler personne. Capital, rapidement, une réponse. Surtout, moi, une réponse sur les inégalités sociales. Mais c'est du concret. Vous avez raison. Les plus-values immobilières et la taxation du capital. Il y a dans ce pays des inégalités sociales. Mais n'occultons pas le chemin qui a été parcouru depuis ces 30 dernières années. La Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 30 ans. Et je vais donner quelques exemples. Les allocations familiales de solidarité, c'est 15 000 personnes, 15 000 enfants qui en bénéficient. Le régime handicap, c'est 5 000 bénéficiaires. Les allocations logement, c'est 8 000 familles qui peuvent être logées grâce à ces allocations. Le SMG qui est passé de 100 000 francs à 120 000 francs en 2004, à 140 000 francs en 2010. Et d'autres mesures qui ont été mises en place. Donc effectivement, le chemin n'est pas terminé. Rapidement, mais pour autant, il ne faut pas non plus occulter tout ce que nous avons fait depuis ces 30 dernières années. Postic, il nous reste une minute sur cette séquence. Et en même temps, taxation les inégalités sociales ont tendance à s'accroître. Possible Donc, absolument, moi je pense que les pistes qu'a évoquées Monsieur Janson en matière, je dirais, de poursuite de la réforme fiscale sont dans notre projet économique, c'est-à-dire taxer les plus-values immobilières, les plus-values mobilières. Il y a tout un ensemble, je dirais, de niches fiscales qui, si on les touche, vont permettre de rééquilibrer un peu les choses. Donc, de cet argent supplémentaire que l'on dégagera, on pourra effectivement mener une vraie politique sociale, de logement, d'insertion de la jeunesse, etc.
Merci Jean-Raymond Postic. Merci à vous, Didier Guénon-Janson, d'être venu ce soir interpeller donc nos représentants ce soir. Merci. À présent, nous allons faire un point avec Angélique Souche dans ce premier débat. Alors Angélique, qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement sur ces transferts financiers de l'État? On est dans une fracture, une dichotomie, on en retient quoi? Il y a essentiellement sur cette question, et on pouvait s'y attendre, des divergences. Jean-Raymond Postic pour l'Union calédonienne évidemment répond à cette question, peut-on se passer des transferts? Oui, mais sans rupture, vous l'avez dit, vous vous donnez, c'est une information, 3 ans pour y parvenir, et vous estimez que dans les 150 milliards d'aujourd'hui, il y a près de 60 milliards finalement, je dirais de gaspillage, ou en tout cas d'économie facile. Donc vous nous avez donné ce chiffre de 90 milliards à trouver. C'est le chiffre que vous nous avez donné. Vous avez pour ça finalement un pilier essentiel dans votre architecture économique, c'est la création d'une banque publique. Alors comment justement la financer, cette banque publique? Là, des questions restent. Vous avez parlé des établissements publics, OPT notamment, qui pourraient abreuver cette banque publique, mais du coup, quid justement de ces établissements et de leur propre financement? En revanche, évidemment, on s'y attendait aussi pour Nina Juillet, pour Calédonie Ensemble, et globalement, pour les non-indépendantistes, il n'est pas question de se passer de ces 150 milliards. Il est même impensable, et Nina Juillet, pour Calédonie Ensemble, qui n'envisage même pas la diminution de cette manne de l'État. Or, on peut penser malgré tout qu'à moyen, voire à long terme, l'État qui a des finances que l'on connaît sera probablement obligé, sur certains domaines, on a parlé de la défiscalisation notamment, de revoir sa copie. Divergence aussi sur l'indexation, on la garde d'un côté, on la supprime de l'autre, et puis vous gardez l'indexation. Non, on supprime la référence à l'indexation, mais il ne s'agit pas en tout cas de baisser les salaires des fonctionnaires de manière drastique. Alors on revoit l'indexation, voilà. En tout cas on le voit, je me permets de le préciser, qu'il y a aujourd'hui des principes économiques, il y a un manque de chiffrage et de calendrier, et donc on n'est pas vraiment capable de savoir comment on compenserait ces 150 milliards. Des convergences toutefois, il faut de toute façon augmenter la souveraineté économique de la Nouvelle-Calédonie. Mia Juillet a dit que ces 150 milliards, ce n'était pas finalement par principe, c'est finalement une vision pragmatique du besoin de la France pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis il faut rendre notre administration plus efficace. C'est aussi une convergence, dernière convergence. La réforme de la fiscalité doit être revue, même si pour Calédonie Ensemble, cette fiscalité ne doit pas supporter l'entière compensation de la baisse ou de la diminution ou de la disparition des transferts de l'État. Merci Angélique. Merci à nos invités d'avoir participé à ce premier débat. Donc c'était Nina Juillet pour Calédonie Ensemble et Jean-Raymond Postic pour l'Union calédonienne. À présent, nous allons accueillir nos 2 autres invités pour un débat sur la santé. Il s'agit de Grégoire Bernu, élu des Républicains calédoniens au Congrès, qui va nous rejoindre, ainsi que Claude Gambé, en charge du plan Docamo au gouvernement. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Les dépenses de santé, on le sait, c'est environ 100 milliards de francs par an et elles nous conduisent vers une impasse dès 2018 et dans l'avenir. Alors comment s'en sortir? C'est la question sur laquelle vous allez débattre dans quelques instants. Mais d'abord, un premier aperçu avec Angélique Souche. Est-ce qu'on est véritablement, Angélique, dans une impasse sur ces dépenses de santé? Ou est-ce qu'on a un petit espoir? Alors pour comprendre justement cette impasse et notre système de santé plus globalement, quelques chiffres clés. Le régime de santé calédonien, le RUAM, compte à ce jour 262 000 assurés, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population. Vous l'avez dit, la santé représente quelques 100 milliards de francs par an. Et puis un dernier chiffre, il parle, celui-ci, 47 000 personnes à ce jour sont enregistrées au titre de la longue maladie. Alors ce déficit, on le rappelle, ce régime, il est en déficit chronique. La principale ressource vient des cotisations, qu'elles soient salariales, patronales ou des travailleurs indépendants. Or, ces cotisations sont stables alors que les dépenses de santé, elles, ne cessent d'augmenter, environ 4% de plus chaque année. Conséquence, en 2018, il faut s'attendre à un déficit de près de 10 milliards de francs. Depuis 3 ans, l'équilibre est trouvé in fine en urgence grâce à une subvention d'équilibre. Or, cette fois-ci, ce ne sera pas possible. Autrement dit, l'impasse, le défaut de paiement est une menace réelle. D'où l'examen mercredi
choisi au Congrès du plan de sauvetage de notre système de santé, de ce RUAM. En substance, il faut explorer des mesures d'économie d'une part, dépenser moins et mieux, trouver des économies par exemple sur le prix du médicament, les honoraires des professionnels de santé, les évadages, ou encore la longue maladie. Et puis il faut trouver de nouvelles ressources financières. Il s'agirait là par exemple de nouvelles taxations, taxes sur les boissons sucrées, ou encore d'augmenter les cotisations, voire de créer un prélèvement social sur les dividendes. Merci Angélique. Claude Gambet, Grégoire Bernu, on l'a vu, le constat est assez amer. Est-ce que la classe politique ne se réveille pas finalement très tardivement à ce sujet ? Je vais commencer. Allez-y. Déjà, je voudrais commencer par un point positif. Je voudrais commencer par rendre hommage au travail qui a été réalisé dans le cadre du plan Docamo. Vous savez qu'à l'époque, nous l'avons voté à l'unanimité au Congrès. C'était en 2016. C'était en 2016, en émettant néanmoins, pardonnez-moi, une critique. Le plan Docamo, c'est un plan qui est très intéressant sur le long terme. C'est-à-dire qu'il comprend un certain nombre de mesures qui devraient nous permettre d'avancer dans le bon sens sur le long terme. En revanche, compte tenu de tous les chiffres que les Calédoniens ont pu constater grâce à Angélique Souche, on se rend compte que malheureusement, au sein de ce plan Docamo, il n'y avait pas les mesures d'urgence à prendre dès le début de la mandature 2014. Pourquoi ? Mais Grégoire Bernu, on entend votre argument sur peut-être l'efficacité attendue à long terme du plan Docamo, mais vous êtes élu également. Est-ce que finalement la classe politique, elle ne se réveille pas tardivement là-dessus ? Comme vous le savez, nous ne sommes pas, nous les Républicains calédoniens, nous ne sommes pas majoritaires au Congrès, loin s'en faut. Nous sommes 7 élus sur 54 et nous n'avons eu de cesse de réclamer depuis 3-4 ans, et moi en particulier, parce que ça fait partie des sujets que je traite, des mesures d'urgence pour traiter la problématique du RUAM, tout en expliquant ce que je viens de dire, que effectivement le plan Docamo est un plan très intéressant sur le long terme. Ce sont des mesures qu'il va falloir mettre en œuvre, mais sur le long terme, mais qui ne vont pas permettre de résoudre les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, on va en parler par la suite, mais il y en a une au premier rang desquelles, vous savez, la problématique du RUAM, on va beaucoup parler des dépenses aujourd'hui, mais il y a aussi la problématique des recettes. Les recettes, Angélique Souche l'a expliqué, ça repose beaucoup sur les cotisations à hauteur de 80-85%, oui. Et le reste, ce sont des subventions d'équilibre versées par la Nouvelle-Calédonie à l'Agence sanitaire et sociale. Alors juste, je termine par ça, et après je cède la parole à Claude Gambet. La situation économique, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'en ce moment, on ne peut pas dire que la conjoncture soit bonne. On traverse plutôt une période de crise, en particulier dans le secteur privé, et il est donc tout à fait logique dans ce contexte-là que les cotisations diminuent, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on se retrouve face à ces difficultés et à ces déficits. Claude Gambet, vous êtes donc responsable de ce plan Docamo. Vous travaillez avec Valentine Eurossoquet au gouvernement, donc elle est membre en charge de la santé au sein de l'exécutif. Est-ce qu'on peut encore sauver le RUAM aujourd'hui ? Oui. Il faut avoir confiance. On a transmis ce rapport au Congrès, qui est le résultat de très larges concertations. Alors je voudrais juste revenir sur les échanges qu'il y a eu auparavant. Les assises de la santé ont commencé en 2012. Donc les élus ont quand même une conscience. Ils ont commencé dès 2012. On a s'y penché. On a recommencé en 2015 et finalement on a achevé fin 2015. Voilà. Donc le plan Docamo est sorti fin 2015 avec 2 gros étages. Le premier étage concerne la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire avec un accent particulier sur 4 piliers, on va dire, qui concernent l'observation, qui concernent le pilotage, la maîtrise et l'évaluation. Et comment est-ce qu'on sauve aujourd'hui le RUAM ? Est-ce que c'est par cette taxe qu'on a instaurée cette année sur les boissons alcoolisées ? Est-ce que ce sera suffisant ? Non. Il faut... La fiscalité, ce n'est qu'un aspect. Et de toute façon, si on devait voter une taxe là, à ce jour, ça ne sera pas assez rapide pour pouvoir
compenser le manque de trésorerie qu'il y a au régime. Il y a un certain nombre d'experts qui sont passés. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ont fait des rapports. Il y a la Caisse nationale, les experts de la Caisse nationale d'assurance maladie qui ont fait des rapports, qui ont fait des recommandations. Le plan d'Occamo s'en est également inspiré. Et puis, il y a l'IGAS, qu'on a reçu récemment. Donc c'est l'Inspection générale des affaires sanitaires et sociales. Donc là, pour le mois d'août, c'est de la trésorerie qui nous manque. Et on la trouve où, cette trésorerie? Vous avez des solutions, là? Vous pouvez rassurer ce soir les téléspectateurs calédoniens qui sont, on l'a entendu, tous quasiment cotisants au RUAM. Voilà. C'est dans le rapport. C'est dans le rapport, notamment de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui pointe notamment la gestion de la trésorerie. Il y a de la trésorerie. Moi, je parle en tant que chef de projet. Vous parlez au sein de la CAFAT, c'est ça? Voilà, au sein de la CAFAT. Il y a de la trésorerie. Mais il suffit simplement de le gérer autrement, donner un peu plus de souplesse. La COS, donc, on recommande beaucoup plus de souplesse dans la gestion de la trésorerie. La COS, qu'est-ce que c'est? Pardon, on n'a pas compris. L'agence centrale, je le dis, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Une réaction, si je puis me permettre, le problème des cotisations, c'est qu'elles sont encaissées. Là, on parle de trésorerie, on est bien d'accord, des problèmes de trésorerie, parce que le RUAM, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème du déficit, il y a le problème de la dette, et il y a le problème de trésorerie. Si on aborde le problème de la trésorerie, le problème, c'est que les cotisations sont encaissées trimestriellement. Tous les trimestres, les cotisations sont encaissées. En revanche, les dépenses de santé, elles, sont réglées quotidiennement. Donc, inévitablement, dans un contexte de déficit et de dette du RUAM, il y a un gros problème de trésorerie. Inévitablement. Il y a une solution alors face à ce constat ou pas? Alors, il y a évidemment, des solutions. Évidemment qu'il y a des solutions. Il y a des solutions sur la réduction des dépenses de santé, on va en parler juste après, et il y a des solutions aussi en matière de fiscalité pour essayer de trouver de nouvelles ressources à affecter au RUAM. Je prends par exemple l'exemple de la TGC, qui, comme vous le savez, malheureusement, n'est toujours pas mise en place alors qu'elle aurait dû l'être au 1er janvier 2016. Pour rappel, c'est la taxe générale sur la consommation. C'est ça, c'est la taxe générale sur la consommation qui est en réalité la TVA à la sauce calédonienne. Si nous avions respecté les délais, c'est-à-dire que si nous avions véritablement mis cette TGC, donc cette TVA à la sauce calédonienne, au 1er janvier 2016, comme c'était inscrit dans l'agenda partagé, nous aurions pu y consacrer 1 ou 2 points au financement du RUAM. Voilà. Donc là, on est en retard. C'est trop tard, c'est ça? Eh bien là, compte tenu de ce qui se passe, il n'est jamais trop tard. Mais les déficits se sont creusés, la dette s'est creusée et la trésorerie est en difficulté. Donc plus on va attendre, plus on va se retrouver dos au mur. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, moi, dans le rapport qui va nous être présenté, parce que nous, malheureusement, les élus du Congrès, et c'est bien normal, ça n'est pas une critique, nous, malheureusement, les élus du Congrès, nous ne recevons les rapports qui sont élaborés par le gouvernement que très peu de temps avant de les examiner en commission. En l'occurrence, la commission, je crois qu'elle aura lieu la semaine prochaine. On a donc reçu ce rapport que j'ai quand même pu examiner hier ou avant-hier. Et qu'est-ce que je constate? Je constate dans ce rapport que les mesures en matière de recettes, c'est encore une fois l'augmentation des cotisations sociales, alors qu'on se retrouve dans un système au sein duquel on a atteint des niveaux de cotisation sociale qui sont quasiment ceux atteints par la métropole et qui découragent les entreprises d'embaucher, alors qu'aujourd'hui, il faudrait encourager les entreprises à embaucher, c'est-à-dire éventuellement diminuer les cotisations sociales pour élargir l'assiette de financement. Parce que si vous diminuez les cotisations sociales et que vous incitez les entreprises à embaucher, je parle des entreprises du secteur privé, pas du secteur public, parce que le problème du secteur public, c'est qu'on embauche, mais on ne sait pas comment on va financer tout ça. Si vous diminuez les cotisations pour inciter les entreprises du secteur privé à embaucher, évidemment, elles vont embaucher, ce qui veut dire que ça va élargir l'assiette et ça va augmenter le nombre de cotisations. Je lis aussi qu'ils veulent augmenter la contribution calédonienne de solidarité. Alors ça,
C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué fin 2014 que non, la contribution calédonienne de solidarité, il fallait qu'elle se limite à 1% sur les bas revenus, etc. Ils veulent nous la passer à 2%. Et dernière chose, et après j'en finis là, je lis qu'ils veulent aussi, et ça m'inquiète particulièrement, augmenter la TSS d'1 point. Or, comme vous le savez, la TSS, la taxe de solidarité sur les services, est censée disparaître dans le cadre avec la TGC. De la mise en place de la TGC. Oui, bien sûr. Donc vous voyez qu'il y a des contradictions dans tout ça, qu'aujourd'hui, ce rapport, il est grand temps qu'on l'examine à l'occasion de la commission du Congrès, parce que certes, il doit y avoir des choses intéressantes dedans, tout n'est pas à jeter, évidemment, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'incohérences et un certain nombre de chiffres, notamment, qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Claude Gambet, est-ce que ce soir, vous pouvez nous confirmer les informations dont vient de parler Grégoire Bernu? Alors, tout d'abord, ce rapport, c'est le résultat de 240 réunions, avec des consultations des syndicats, des usagers, etc. Donc, c'est un guide pour les élus avec tout le champ des possibles. Voilà. Donc, et ensuite, à eux, c'est à eux de choisir. Se prononcer. Au niveau du DOCAMO, nous portons plutôt l'idée de dire qu'il est dépassé. Notre modèle économique est dépassé. Il n'est pas normal à ce jour de toujours faire porter le financement des soins par une petite partie de la population calédonienne que sont les salariés et qu'il faut élargir l'assiette et bien évidemment plutôt diminuer les cotisations. C'est-à-dire diminuer les cotisations et élargir l'assiette beaucoup plus sur la fiscalité. C'est ce qu'on appelle un système beveridgien. Voilà. Et ça pourrait pérenniser le RUAM ou pas? Pardon? Est-ce que ça pourrait amener un véritable souffle sur finalement cette santé économique du RUAM? Oui, à terme. D'ici combien de temps? On a une idée? C'est 2019. Il faut que ça aille vite. Nous, on plaide beaucoup plus, pour que les choses soient très claires, pour une loi de financement, parce que tous les partenaires qu'on a reçus se plaignent de l'opacité. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, les recettes sont fléchées sur quoi, etc. Pour redonner de la confiance à ce qu'il y ait une loi de financement de la santé avec 2 étages. Un premier étage concerne les priorités en matière de santé. Donc un peu ce qu'on a fait avec les hôpitaux, ça existe déjà, ce qu'on appelle les CEPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et puis le deuxième étage, ça concerne les enveloppes, des enveloppes dédiées. C'est ce qui se fait en métropole avec l'ONDAM, donc des enveloppes dédiées avec des mesures de régulation. C'est ça la force du DOCAMO, c'est de dire qu'on peut mettre des enveloppes, mais il faut pouvoir réguler. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se disciplinent, quoi. Voilà. J'aimerais à présent revenir un petit peu sur quand même des choses qui sont assez symptomatiques et qui sont assez aberrantes. Les longues maladies plombent les caisses du RUAM. Angélique Souche en a parlé. Elles représentent environ la moitié des dépenses. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut en sortir? C'est tout le volet, le cœur du DOCAMO. C'est la promotion de la santé sur 4 axes. Parce que souvent, ce sont des maladies, vous allez peut-être me contredire, mais que les gens, c'est du diabète, c'est de l'hypertension. Ce sont des maladies évitables. Ce sont des maladies, maladies évitables. Non transmissibles et évitables à la base. Ça veut dire que la prévention n'est pas faite à la base? Voilà, la première maladie évitable, c'est le tabac, par exemple, le tabagisme. Il fait 200 morts, 200 Calédoniens qui meurent par an à cause du tabagisme. 8000 insuffisants respiratoires. En ce moment, CSSR, on est en manque de lits pour la rééducation respiratoire. Centre de rééducation, voilà. C'est ça? Oui, le centre de soins de suite de rééducation. Ça coûte 8 milliards. Une fois qu'on a enlevé les taxes, etc., ça coûte 8 milliards en Nouvelle-Calédonie. Le tabagisme, par exemple, est un exemple de priorité pour la Nouvelle-Calédonie. Vous adhérez, vous, à la conception du plan C'est-à-dire DOCAMO? qu'effectivement, à partir du moment où des patients bénéficient de soins pour lutter contre le diabète, par exemple, ou contre le tabagisme, et qu'ils se font donc rembourser dans ce cadre-là, et que derrière, malgré ça, ils continuent soit à fumer, soit à manger trop de sucre, etc., il doit falloir faire quelque chose pour ne plus leur faire bénéficier des prestations. Là, voilà une piste, effectivement. C'est un peu comme les allocations familiales que vous voulez supprimer aux parents d'enfants qui commettraient des actes délictueux, c'est bien ça? Oui, c'est-à-dire des allocations familiales aux parents qui n'en auraient pas besoin, par exemple.
Hein, mais, Est-ce qu'on peut se permettre d'être dans un système inégalitaire comme ça? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dépensez des milliards et des milliards que vous n'avez pas pour soigner des gens parce qu'ils ont soit le diabète, soit parce qu'ils sont atteints de tabagisme, et que malgré ça, ils continuent à fumer ou qu'ils continuent à consommer trop de sucre, ce qui aggrave leur situation par rapport au diabète, c'est un petit peu normal que ces prises en charge soient supprimées au fur et à mesure. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur un point que vous avez abordé tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit très intelligemment, enfin très sérieusement, les taxes sur l'alcool qui auraient dû être affectées au RUAM. Moi, je vous rappelle, qui ont été affectées au RUAM. Elles n'ont pas été... Elles n'ont pas été affectées au RUAM, les taxes sur l'alcool. C'était pas ça, normalement, l'idée ? Les taxes sur l'alcool, non. De ce que j'ai vu, moi, dans le rapport du plan d'Occamo, c'est la taxe sur les boissons sucrées. En ce qui concerne les taxes sur l'alcool, il faut se souvenir que c'était en fin d'année dernière. Elles n'ont absolument pas été affectées au RUAM. Elles ont été affectées au budget des provinces. Pourquoi ? Parce que les recettes fiscales de répartition de la Nouvelle-Calédonie s'était effondrée à hauteur de 10 milliards, qu'à partir de là, les provinces ne pouvaient plus boucler leur budget et que dans ce contexte-là, il y a eu cette fameuse taxe sur l'alcool, sans mesure d'ailleurs de lutte contre l'alcoolisation massive de la population, qui allait avec ces taxes sur l'alcool pour boucher les trous des provinces en quelque sorte. On entend. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas assez en matière de prévention du petit enfant jusqu'à l'adolescent? Est-ce que c'est pas là que tout se joue? Est-ce que le plan d'Occamo va prendre en compte finalement ces efforts qui sont, semble-t-il, sont nécessaires à présent? Effectivement, le plan d'Occamo, c'est du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Donc c'est la philosophie du plan d'Occamo. Donc il y a des travaux en ce moment, ce qu'on appelle des fiches opérationnelles qui ont été transmises au Congrès lors de la séance de la commission plénière du 18 janvier, dans lesquelles on flèche un certain nombre d'actions et un certain nombre de réglementations qu'il va falloir toiletter pour renforcer dès le début de la vie la question de la parentalité, par exemple. Au niveau de l'école, la question de l'estime de soi, le renforcement des compétences psychosociales, etc., etc. Donc c'est un plan qui est assez lourd parce qu'il intervient sur chaque étape de la vie. C'est-à-dire qu'il faut changer nos comportements, il ne faut plus considérer ça comme un guichet sur lequel on peut tirer indéfiniment, mais comme une ressource qui s'épuise. Il faut qu'on soit responsable vis-à-vis de la santé et des dépenses de santé. C'est pour ça que le rôle de la prévention, dès l'école d'ailleurs, au travail, devrait jouer un rôle primordial. On devrait plus s'orienter aujourd'hui vers la prévention que vers le curatif, parce que depuis des années en Nouvelle-Calédonie, depuis des décennies, on pratique plus du curatif que de la prévention. Or, en pratiquant de la prévention, et cela dès l'école, on pourrait améliorer les comportements et rendre les uns et les autres responsables. C'est un système d'assurance, tout ça, qui repose sur la solidarité, pour se prémunir contre les risques de l'existence, et aussi sur la responsabilité, parce qu'il faut équilibrer le système. Oui. Grégoire Bernoux, je voudrais qu'on parle aussi des infrastructures hospitalières importantes. Alors on a le Medipôle, 28 milliards par an en coût de fonctionnement. On a bientôt la future clinique Ilnou Madien, dont le financement, avant même la fin de sa construction, pose problème. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, de ces super structures hospitalières? Claude Gambet. De toute façon, ces structures ont été... donc c'est une volonté politique, donc on ne peut plus revenir en arrière. Maintenant, il faut faire avec ce qu'on a. Ce qu'on retient des entretiens qu'il y a eu avec l'IGAS, c'est que... ils estiment que notre politique est bonne. Nous avons une santé de qualité, avec des profils de santé qui sont de haut niveau. Donc il faut maintenir c'est à nous on pourra assumer financièrement le coût de ces deux hôpitaux. Là, pour l'instant, c'est Nouméa. Il y a bien sûr celui du Nord ensuite. Oui, alors tout est dans la maîtrise. Pour le CHT, pour le Medipôle de Koutio, par exemple, on a fait voter, notamment par les élus du Congrès, donc en fin 2016, début 2017, ce qu'on appelle les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. C'est un plan pluriannuel de suivi des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on suit au radar les dépenses qu'ils font tous les ans. Voilà. Donc ça, vous pensez qu'on peut maîtriser finalement ces coûts pour ces structures hospitalières? Pour répondre précisément à votre question, ça rejoint un petit peu le débat que vous avez eu précédemment avec vos précédents interlocuteurs. C'est-à-dire, moi j'ai entendu Mme Julier
faire une liste de mesures qui ont été prises depuis 2004. Et malheureusement, certes, ces mesures étaient indispensables, il fallait bien les prendre, sauf que pour des raisons politiques, essentiellement pour des raisons politiques, elles n'ont pas été financées. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec ça. C'est-à-dire que finalement, sur ces structures dont la Nouvelle-Calédonie a besoin, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que le rapport de l'IGAS le dit lui-même, que finalement, la situation sanitaire telle qu'elle existe en Nouvelle-Calédonie, elle est plutôt bonne, et elle correspond... Elle coûte cher. Elle coûte cher, certes, mais elle correspond à la bonne moyenne des pays de l'OCDE. Sauf qu'on a mis la charrue avant les bœufs, on a vécu pendant des années et des années sur des cours du nickel qui étaient relativement élevés, sur une croissance importante, d'où les cotisations qui permettaient d'assurer l'équilibre, d'ailleurs du RUAM à l'époque, sans prévoir l'avenir. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des difficultés pour financer des infrastructures du type du Medipol ou des cliniques privées, qui représentent plusieurs milliards. Donc évidemment, dans ce contexte-là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, et j'en terminerai par là, l'urgence, encore une fois, de la réforme de la fiscalité, mais une vraie réforme de la fiscalité, pas la réforme de la fiscalité qu'on connaît depuis le début de la mandature 2014. Je voudrais qu'on aborde aussi un autre point. Vous avez parlé du rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Dans un rapport en février 2018, donc 2 inspecteurs expliquent finalement que ce système est à bout de souffle. Absence d'autorité unique de régulation dans le domaine de la santé, pas d'information commune entre tous les acteurs de la santé, pas de coordination. Est-ce qu'on est dans une crise de la gouvernance au niveau de la santé ? Ben le plan d'Ocampo l'avait déjà soulevé lors des assises 2015. La question de la gouvernance est effectivement essentielle. On sait qu'il y a 3 provinces, qu'il y a un gouvernement, qu'il y a la CAFAD qui a également ses propres centres médicaux, etc. Donc, ça veut dire quoi ? On créera plus tard une autorité unique de la santé qui regroupera les autres autorités, enfin les autres agences. C'est une décision du Congrès, mais effectivement, c'est une préconisation de l'IGAS. Oui. On irait vers ça, Grégoire Bernu ? C'est une des principales recommandations de l'IGAS. Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité de régulation indépendante pour gérer notre système de santé. Et c'est ce vers quoi on doit tendre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis très, très intéressé par la commission qui va avoir lieu la semaine prochaine, parce qu'on aura la chance de pouvoir entendre l'IGAS sur tous ces points-là. Et effectivement, dans ce cadre-là, sans régulation, sans autorité indépendante pour maîtriser un petit peu tout de notre système de santé, ça semble compliqué. Et ça explique aussi la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation-là en 2018. On va faire une pause dans ce débat car nous allons accueillir dans quelques instants Hervé Raoul. Il préside le syndicat des infirmiers à domicile. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Hervé Raoul. Donc, vous venez nous parler de votre quotidien. Vous êtes le porte-parole d'environ 220 infirmiers libéraux. Et puis, vous venez nous parler aussi de vos inquiétudes. Quelle est la première question que vous souhaitez poser aux invités ici présents ? Alors, avant de poser la première question, je sais que le temps est compté, j'aimerais remercier tous nos patients et leurs familles pour la mobilisation qu'on a effectuée, tout le secteur privé. Ils nous ont soutenus jusqu'au bout. Et avant de poser la question, donc, je voudrais aussi dire au niveau du plan d'Ocampo qu'on a adhéré, qu'on a participé aux 240 réunions et que une partie du plan d'Ocampo, on a validé dans sa forme, alors que l'autre partie qui concerne, je crois que Grégoire Bernu l'a avancé, la réduction des honoraires, ça n'a jamais été abordé. Donc nous les infirmiers, on est 222 sur tout le territoire et on a connu en 30 ans, une diminution d'installation. C'est-à-dire que depuis 2015, il y a une désertification qui commence à 5% d'installation en moins en province Nord. On a 45 en moins sur le Nouméa, Grand Nouméa, hors Grand Nouméa, pardon, parce qu'il y a une concentration sur Nouméa, alors qu'entre 2004 et 2014, on avait une progression de 190%. L'installation hors Grand Nouméa. Donc c'est un cri d'alerte que vous lancez. On va peut-être entendre la réaction. Oui, c'est d'abord un cri d'alerte et c'est aussi pour ça qu'on s'est mobilisé pour ce fameux rapport
où une partie ne nous convient pas, c'est pas le terme, mais nous ne sommes pas d'accord sur le fait que diminuer nos tarifs, diminuer les frais de déplacement va augmenter cette désertification et va perturber carrément tout le système de santé en mettant en péril le réseau de soins qu'on a bâti depuis 30 ans. Ce qu'il faut savoir, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du système de financement, 80% de cotisation, 20%. À savoir qu'en France, quand on a commencé les premières lois de pays en 90, ils étaient à 88% de cotisation sociale. Donc, et ils ont diminué. Hervé Raoul, il faut absolument qu'on entende. Donc, la réponse peut-être de Claude Gambet sur les inquiétudes que vous avez sur votre profession. Que pouvez-vous répondre à Hervé Raoul? Est-ce que donc, les frais de déplacement vont diminuer? Est-ce qu'il y a souci sur la profession d'infirmier? D'abord, on y repense en deux temps. En premier temps, c'est que les consultations ont été faites tous azimuts. Donc, ce rapport, c'est le résultat de ce qui s'est dit. Voilà. Donc, il n'y a pas que les professionnels de santé qui ont été reçus. Il y a énormément de syndicats, les représentants patronaux, etc. etc. Donc, tout à l'heure, j'exposais notre vision des choses. C'est qu'il faut qu'il y ait une loi de financement, voilà, qui établit des enveloppes. Et dès qu'il y a ces enveloppes qui sont établies, automatiquement, bien évidemment, il y aura des discussions sur tout ce qui concerne la tarification, qui doit correspondre aux objectifs qui ont été fixés. Ça veut dire que ça va baisser pour les infirmiers, leur déplacement, leur indemnité kilométrique? On parle plutôt de généricage des actes. Alors, j'explique. Pour le grand public. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'un infirmier qui fait, par exemple, je ne sais pas moi, un vaccin, l'acte ne va pas coûter pareil quand c'est un médecin qui fait ou une sage-femme qui fait. Voyez ? Donc, il va falloir mettre de la régulation là-dedans. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Beaucoup plus dans le sens d'équité. Mais, encore une fois, c'est un guide avec un large panel, un large champ des possibles. Les élus décideront. On peut ne pas choisir ça. Je répète, ce sont des recommandations qui viennent de bon nombre de partenaires qui ont été consultés. Une réaction, Grégoire Bernier? Oui. La réaction, c'est... D'abord, je voudrais rendre hommage à votre travail, sincèrement, parce que... En ce qui nous concerne, nous, les Républicains calédoniens, on considère que ce secteur, c'est un secteur qui doit être traité de façon transversale. C'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement le secteur de la santé avec Claude Gambet et la membre du gouvernement, Madame Valentine Rissouquet. Ça concerne aussi le secteur de la fiscalité, ça concerne aussi le secteur du budget et des finances. Donc on est bien d'accord. Donc c'est un travail qui doit être réalisé en commun. Donc vous avez déjà beaucoup de courage de venir présenter toutes ces mesures. En revanche, nous, je vous le dis, le sentiment qu'on en a par rapport à la question posée par M. Raoul, parce que évidemment, on a pris connaissance de ce dont a parlé M. Raoul il y a à peine 2 jours, parce qu'on a rencontré tous les groupes politiques. À rencontrer les différents intervenants. Nous, on a l'impression, en tant qu'élus du Congrès, en particulier nous, les Républicains calédoniens, en tant qu'élus du Congrès, qui représentent 7 élus sur 54, qu'on nous balance la patate chaude. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décisions indispensables, urgentes, qui auraient dû être prises depuis 2014. Ça n'a pas été le cas pour tout un tas de raisons, on ne va pas y revenir. Et aujourd'hui, compte tenu des difficultés à faire accepter ce type de mesures, M. Raoul l'a parfaitement expliqué, comment voulez-vous accepter ça? Ils sont tous vent debout. Et évidemment, compte tenu de ces difficultés, on renvoie ça vers le Congrès pour que ce soit le Congrès qui prenne cette décision, alors que la responsabilité de ce type de décision, et je tiens à le dire aux Calédoniens, incombe au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et certainement pas aux élus du Congrès. Parce que le gouvernement présente et les élus votent, et s'ils ont leur majorité pour le voter, ils le votent. Voilà. Hervé Raoul, est-ce que vous avez une autre question très rapide? Oui, alors j'ai une question très rapide. Sur les tarifs toujours, ces tarifs sont négociés avec la CAFAT et donc acceptés après justification. La question, ce sera qu'allez-vous faire le mercredi pour savoir si vous l'adoptez ou vous retirez ces pistes de mesures qui ont été concertées avec les partenaires sociaux et que le gouvernement, unilatéralement, va détruire. Au niveau de nos tarifs, de nos réductions, tout a été négocié au franc près. Et là, sans négociation,
il est décidé de tout enlever. La question est, qu'allez-vous faire? Pensez-vous qu'il est possible de retirer tout un pan du rapport de Cameau non concerté et d'avancer sur l'autre? Parce que toutes les mesures sur les baisses des tarifs ne vont rapporter que 200 millions. On en est à 9,9 milliards. Claude Gambet. Ne vous obnubilez pas sur ça, sur la tarification. Donc, dans la méthode, la délibération qui a délibéré sur le DOCAMO, elle stipule que le COPIL DOCAMO rendait compte au Congrès. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans la méthode, le Congrès établira une commission qui va réfléchir mesure par mesure sur les mesures à prendre. Donc, mercredi, il n'y aura pas de mesures qui vont être prises comme ça. Il faut être rassuré sur ce plan-là. Hein. Je vous assure, vous allez un peu trop vite dans la... Il reste 30 secondes, alors, mais si vous avez une réponse vraiment... Vraiment, en 30 secondes, rassurez, oui et non, M. Gambet, parce que mercredi, si je ne m'abuse, c'est une commission plénière. C'est une commission plénière. C'est bien ça. Donc, il n'y aura pas de vote. Non, il n'y aura pas de vote. Donc, ça veut dire qu'on va parler, on va discuter, c'est une très bonne chose, mais ça veut dire qu'aucune décision ne sera prise. Non. Pour autant, Angélique Souche en a parlé longuement en début d'émission, les problèmes, ils sont là. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre les décisions. Hein, Et encore une fois, je ne m'adresse pas qu'à vous, hein, je m'adresse au gouvernement dans sa globalité. C'est-à-dire qu'une commission plénière, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, d'autant plus que bien souvent, malheureusement, nous ne sommes pas si nombreux que ça en commission plénière, et vous l'avez vous-même déploré la dernière fois. Merci Grégoire Bernu pour cette réaction. Merci aussi à vous. Hervé Raoul, donc président du syndicat des infirmiers à domicile, d'être venu sur ce plateau nous faire part de votre inquiétude. On fait le point à présent avec Angélique Souche sur ce second débat sur la santé, cette maîtrise des dépenses. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors on va retenir déjà une convergence réelle sur le fond, c'est-à-dire la nécessité de changer le modèle à la fois économique et d'approche de la santé à long terme, c'est-à-dire passer d'une santé qui investit justement dans la prévention, c'est le fameux adage prévenir pour mieux guérir. Enfin, je rappelle, information qu'on n'a pas encore donnée, qu'à aujourd'hui 98% des dépenses de santé vont dans le curatif, dans le soin, seulement 2% dans l'éducation et la prévention. Donc c'est une piste commune. Convergence aussi sur la nécessité de mettre un peu d'ordre dans tout ça. La santé, c'est l'une de ces compétences qui est finalement gérée comme un millefeuille. Tout le monde est un petit peu responsable et personne, on l'a vu, ne l'est finalement. Ni vraiment le gouvernement, ni vraiment le Congrès, on a pu l'entendre. C'est l'un des problèmes. Encore une fois, dernière convergence, c'est sur l'approche transversale. À la fois l'individu doit être responsabilisé et la collectivité doit l'être aussi. Alors il n'y a pas vraiment de divergence, mais il y a, je dirais, une frustration, notamment, qu'on a entendue de Grégoire Bernu et que peut-être les Calédoniens ressentent, c'est celle de l'urgence. On l'a dit, oui, il y a 10 milliards de déficit, c'est-à-dire pour la fin de l'année, mais il y a une urgence de trésorerie d'ici le mois d'août, c'est-à-dire d'ici le mois d'août, le RUAM pourrait ne plus pouvoir payer, rembourser immédiatement les soins. Et là, nous n'avons pas entendu de solution, très clairement. Donc, il y a cette urgence, il y a le quand, et il y a toujours le comment. On a parlé de fiscalité. Est-ce que c'est la future TGC, la TSS aujourd'hui, la future TGC, ou est-ce que c'est les cotisations, c'est-à-dire les salariés qui vont voir sur leur fiche de paye payer, être alourdis justement cette contribution. Donc, encore beaucoup de questions, même si sur le fond, on voit qu'il y a un modèle largement convergent. Merci Angélique pour cette analyse. Merci à nos invités Claude Gambet et donc Grégoire Bernu d'avoir accepté de participer à ce débat sur la maîtrise de santé. Non, parce que alors très très rapide, vous avez très, 2 très secondes. Rapide. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que très rapidement, on présente au Congrès un RUAM en équilibre. D'accord. Et vous, à ce moment-là, Claude Gambet, chaque année, votre souhait c'est en ça 2 minutes l'objectif à atteindre. On entend. Et votre souhait, ça serait ? Non, je préfère laisser le débat mercredi. En commission plénière, oui. Merci en tous les cas à vous deux de nous avoir accompagnés dans ce débat. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Jeudi prochain, c'est avec les chemins de l'histoire que vous avez rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est proposé par Antoine Le Teudeur. Jeudi prochain, il y aura également les grands entretiens proposés par Nathalie Delay. Très belle soirée à tous sur La Première. Ay, ay.
Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.